Ainsi, un pays qui compte un nombre important d'individus produisant plus de 10 ou 15 tonnes de CO2 par an devrait s'investir davantage qu'un pays ayant un faible taux de gros émetteurs. Si d'ici 2030, on veut maintenir le taux d'émission au niveau actuel, ce qui n'est pas un objectif très ambitieux puisqu'il correspond à une concentration de 450-500 ppm, chacun devrait se voir attribuer un budget à émission et celui-ci ne devrait pas dépasser les 10 tonnes de CO2 par an. Actuellement, la moyenne globale est de 14 tonnes. Revenir à 10 tonnes suppose d'éliminer toutes les émissions qui dépassent ce niveau. Et ce sont les 700 millions d'émetteurs dans le monde, avec des revenus annuels supérieurs à 30 000 € qui sont en cause. Ce que nous préconisons, c'est de fixer des objectifs pour chaque pays. Si la France, par exemple, veut respecter ses quotas compte tenu du facteur d'inégalité, elle va devoir adapter sa législation, en prévoyant peut-être de taxer davantage le transport aérien ou les grosses voitures. Toutes les politiques visant à contrôler les émissions de CO2 devraient tenir compte du facteur d'inégalité. Ce rapport est entre les mains des responsables de l'ONU, avec peu de chances de faire l'unanimité. Car cibler les riches de chaque pays en taxant leur consommation prend les allures d'une révolution sociale qu'aucun État n'est prêt à assumer. En attendant de pouvoir décarboner l'économie, diverses solutions se précisent, mais toutes passent par la nécessité de donner un prix au carbone. On pourrait concevoir une comptabilité économique carbone. C'est d'ailleurs les empreintes carbone, ça se fait. Et il est possible que dans les années à venir, le commerce mondial soit dominé par l'empreinte carbone aussi. C'est-à-dire qu'on dise, voilà, combien ça a coûté, s'il vous plaît, en carbone, votre produit, d'où il vient, enfin, etc. Ça, à mon avis, ça va venir, mais ça va nous faire beaucoup de discussions à l'OMC et ailleurs. À Copenhague, Barack Obama et son représentant John Kerry n'avaient pas toutes les cartes en main pour faire de réelles propositions chiffrées. Mais ils espéraient les avoir bientôt. Those who say we will not pass something are wrong. Next year, I tell you, next year, the United States Congress, House and Senate will pass comprehensive energy climate legislation that will reduce America's emissions. And although we have yet to reach a full agreement on the method, more and more businesses and more legislators are becoming convinced that the only way to meet an emissions reduction target is to price carbon. Les États-Unis doivent leur prospérité à l'énergie bon marché. Comment inciter à donner un prix au carbone dans le pays roi de la consommation des énergies fossiles ? Chaque solution économique passe nécessairement par un quota d'émissions et un prix fixé du carbone. Que ce soit par la taxation du consommateur ou par le biais des marchés financiers. Mais cette dernière solution s'avère inacceptable pour les groupes de pression du secteur des énergies. Ces groupes de pression qui font barrage fourbissent toutes leurs armes. Et ils disposent entre autres d'énormes quantités d'argent. ExxonMobil a réalisé plus de profits l'année dernière qu'aucune autre société dans l'histoire financière de la planète. Ces gens sont parfaitement armés pour ce genre de bataille. Et ils ont massivement investi dans des groupes de réflexion, des sites web, etc. Ils cherchent à embrouiller les gens. En juillet 2010, 8 mois après Copenhague, l'administration Obama et les démocrates du Congrès sont contraints d'abandonner de faire voter par le Sénat leur projet de loi sur l'énergie. In order to pass comprehensive energy climate legislation, you got to reach 60 votes. And to reach those 60 votes, you got to have some Republicans. And as we stand here today, we do not have one Republican. Now, obviously, everyone is disappointed that we do not yet have agreement on comprehensive legislation. We will continue to work
with the senators to craft important comprehensive legislation. Le Sénat américain se moque de la science. Il s'intéresse uniquement à ExxonMobil, à l'industrie du charbon et aux idéologies les plus bornées et rétrogrades. Le système politique américain semble bel et bien enrayé. Et les États-Unis se présenteront sans aucun agrément voté par leur Sénat sur leur réduction des émissions de gaz carbonique à la prochaine conférence sur le climat au Mexique en décembre 2010. La vitalité de l'économie chinoise crispe la majorité de la classe politique américaine. Pour chacun de ces deux pays, tout gage de bonne volonté serait une reculade. Leur interdépendance, fondée sur le même modèle, sacre le règne de la mondialisation de l'économie. Il faut arrêter de fantasmer sur l'idée que demain, tout le monde pourrait partager ce mode de vie consumériste. Et je pense que ce n'est qu'en refaisant de l'humain le centre de nos réflexions qu'on pourra résoudre à la fois la crise environnementale, la crise sociale, et puis, j'allais dire, la crise de la personne humaine. Si nous attendons de la crise économique ou de la crise climatique qu'elle nous oblige à changer, il faut malheureusement se préparer au pire des scénarios. Nous ne ferons que réagir à des crises les unes après les autres. Et le XXIe siècle pourrait être celui de chocs dévastateurs. Avec la crise de l'économie mondiale, les émissions de gaz carbonique ont stagné en 2009 pour la première fois depuis 20 ans. Mais la volonté de retrouver la croissance sans rien changer à la logique du système est plus forte que celle de trouver un accord international sur une réduction des émissions. Mr Carbone a encore de beaux jours devant lui. À moins que les technologies du développement durable ne parviennent à l'empêcher de franchir toutes les lignes rouges. La plupart des pays font ce choix qui évite de remettre en cause nos modes de vie et permet de réconcilier comme par enchantement les mots croissance et vert. C'est un enjeu vital pour nos sociétés et la planète. La course contre la montre a commencé.